Bonjour et bienvenue sur Radio LCF La Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir deux experts financiers. Il s'agit de Jackie Ouziel et Sophie Zhou. Alors, vous êtes déjà venus il y a quelques mois. Eh bien, pour ceux qui n'auraient pas écouté vos interviews, j'aimerais bien commencer par un petit rappel de vos profils. Je commence par Jackie Ouziel. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Très volontiers, Camille. Bonjour. Je suis conseiller expert financier. Je fais des opérations de fusion-acquisition et de levée de fonds, conseil à l'émetteur. Et à chaque fois, mes clients m'ont demandé combien vaut mon entreprise. Et du coup, j'ai développé un logiciel de valorisation qui s'appelle Sharing Value. Sophie Zhou. Alors bonjour, je suis Sophie. En fait, je dirige un cabinet de conseil spécialisé dans la conduite d'affaires entre la Chine et la France, et essentiellement sur le secteur de la finance et de l'industrie, et notamment FinTech et toutes les technologies liées avec la finance. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler finance, plus particulièrement d'un projet que Jackie Ouziel a mis 15 ans à développer, si j'ai bien compris. Hein. Un petit peu plus, en fait. Un petit peu plus, là, voilà. Alors, il s'agit du projet qui s'intitule Sharing Value. Alors, Jackie, en quoi consiste votre projet Sharing Value ? En réalité, toutes les méthodes que j'avais rencontrées jusqu'à présent ne me convenaient pas. C'est-à-dire que pour valoriser une entreprise, il y a deux méthodes dominantes dans le monde. D'une part, celle qu'on appelle les discounted cash flow, c'est en gros prévoir la trésorerie à 10, 15 ou 20 ans, alors que la plupart des entreprises ne savent même pas comment elles vont finir dans les 3 ou 6 mois. Donc, c'est pas très sérieux. Et puis, l'autre méthode, c'est celle des comparables. Et la méthode des comparables n'est pas non plus appropriée parce que si je compare rapidement Nike et Adidas, ils ont beau faire le même métier, le font totalement différemment. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir comment, pour des entreprises cotées ou non cotées, on pouvait reconstituer ce qu'on appelle le goodwill. En clair, lorsqu'une entreprise est cotée sur le marché, sa valeur de marché, c'est bien simple, c'est le montant de ses capitaux propres majoré ou minoré d'un good ou d'un badwill. Lorsqu'on a dit ça, on a tout dit. On ne sait pas ce qu'on met dans le goodwill. Est-ce que c'est la notoriété du dirigeant ? Est-ce que c'est sa part de marché ? La réputation de sa marque, etc. On ne sait pas le faire. Et donc, je me suis accroché à ça pendant 20 ans. Alors, Jackie, je vous interromps quelques secondes. Camille, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est le goodwill pour nos auditeurs qui ne sont pas financiers ? Oui, absolument. Le goodwill, c'est justement tout ce que l'on ne sait pas cerner. Comme je le disais à l'instant, est-ce que c'est le charisme du dirigeant, son ancienneté, sa connaissance du métier, la part de marché de l'entreprise, les brevets déposés, la notoriété, que sais-je, tout un tas de concepts que l'on met pêle-mêle dans ce qu'on appelle le goodwill. C'est le côté immatériel que possède une entreprise, c'est bien ça. Exactement, et à ma manière, j'ai inventé un système que j'appelle le système immétrique, c'est-à-dire comment mesurer l'immatériel. Alors, est-ce possible de résumer en quelques phrases comment vous faites pour mesurer l'immatériel, ou plutôt pour donner une valeur exacte de son entreprise ? Eh bien, d'abord, il faut mesurer chacun des paramètres. Le plus important, me semble-t-il, c'est de dire quelle est la valeur des hommes et des femmes qui constituent une entreprise. C'est mesurable ? C'est mesurable, et notamment, on peut le mesurer à partir, tout à fait, le coût de recrutement. Parce que pour trouver des pointures, des compétences, il faut généralement passer par un cabinet de recrutement. Et puis, il faut intégrer la personne ou les personnes dans l'entreprise. Et il faut aussi les former parce qu'au bout d'un moment, leur connaissance, je dirais, s'étiole avec le temps. Donc, ces 3 éléments permettent de mesurer le capital humain. Et la meilleure façon de le mesurer, c'est à partir de la masse salariale non chargée pour l'interne, mais également pour l'externe, des honoraires qui sont versés à des tiers. Or, les freelances représentent déjà plus de 20% de l'équivalent de masse salariale. Donc, c'est à partir de ces éléments-là qu'on peut mesurer au moins le capital humain. Je vous donne un autre exemple, peut-être. Pour mesurer le capital organisationnel, je citais à l'instant Nike et Adidas. Nike a 0 usine, tout est externalisé, alors que Adidas possède toutes ses usines. Et donc, l'intensité capitalistique d'Adidas est bien supérieure. Et donc, inversement, Nike n'a pas à financer tout cela. Eh bien, la valeur ajoutée qui est produite
Selon qu'on internalise ou on externalise, elle sera plus ou moins forte ou plus ou moins faible. Et donc, cette valeur ajoutée traduit ce que j'appelle le capital organisationnel. Et donc, en additionnant, par exemple, le capital humain, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais en additionnant le capital organisationnel et tout un tas d'autres actifs immatériels, on arrive à recomposer le goodwill, que la société soit cotée ou pas cotée. Alors, Jacques Ouziel, je parle sous votre contrôle. Mais je vous en prie. Je pense que lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur d'une entreprise, ce qui est relativement facile, c'est de faire l'inventaire de tout ce qui est, on va dire, quantifiable, palpable. Ce qui est le plus difficile, c'est le côté immatériel. En fait, votre valeur ajoutée, c'est justement de donner un outil de valorisation pour donner une valeur précise du côté immatériel dans l'entreprise. Est-ce que je me trompe pas, hein? Non, non, pas du tout, Camille. Mais simplement, je voudrais juste préciser quelque chose. Il y a certains actifs qu'on appelle les actifs incorporels, comme Voilà. les brevets et les marques, qui figurent ou pas dans les comptes de l'entreprise. Prenons un exemple. Coca-Cola ou Apple ou d'autres acteurs n'ont pas la propriété de leur marque. C'est-à-dire, ils la possèdent, mais elle n'est pas activée au bilan. Or, ça représente une valeur énorme. Pourquoi elle n'est pas activée ? Parce que c'est une création. Si demain, par exemple, Coca-Cola me vend sa marque et que je la lui revends, là, il y aura une valeur transactionnelle de marché qui permettra de valoriser à l'actif. Mais quand c'est une création, que ce soit Apple, Alibaba ou d'autres acteurs, Baidu, que sais-je, leurs marques ne sont pas à leurs actifs. Alors, Jacques, vous êtes allé à Shanghai dernièrement. Hein? Absolument. Et si j'ai bien compris, vous êtes en train d'exporter votre projet à Shanghai, du moins. Voilà. C'est ce que nous souhaiterions faire, absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venu accompagné de Sophie, de Sophie Zhou. Est-ce que Sophie Zhou peut nous parler de son rôle dans votre projet ? Ok, alors moi j'ai juste un petit rappel. Ce qu'on a compris le jour aujourd'hui, normalement, la valeur totale d'une entreprise, maintenant, avec le système comptable actuel, ne représente que 15% d'une valeur. Seulement 15%. Ça, exactement. Ça, c'est quelque chose d'important à souligner. Donc, 95% de valeur qui résiste, en fait, ou des goodwill, ou... En fait, oui, on peut dire, on peut le mettre dans le package de goodwill. En fait, c'est vraiment, surtout pour les startups, pour des jeunes entreprises, ils n'ont pas beaucoup de valeur comptable. Facebook, au début, il n'y avait presque pas de valeur, très peu de valeur comptable. Voilà. Donc ça, j'ai fermé la parenthèse. Je pense que ce chiffre-là est important absolument à souligner. Ouais. Alors, nous, en fait, effectivement, donc... on a une chance d'aller à Shanghai. En fait, le projet de Sharing Value a été sélectionné dans un concours à Shanghai de Free Trade Zone Overseas Talents Competition. Donc, dans ce concours, on est sélectionné parmi 800 d'autres projets. Donc, dans une trentaine de pays. Dans une trentaine de pays. Ah, c'est donc, bon à savoir. Oui, ouais. Oui. Donc, vous êtes fiers de vous. Oui, on peut l'être. On est parmi les finalistes. Il y a en tout peut-être trentaine ou quarantaine de finalistes. Sur 800, hein. Sur 800, à peu près 800 dossiers soumis. Et donc, on est très heureux d'aller, en fait, de participer à cette conférence et cette compétition, entre guillemets. Et donc, en fait, tous les finalistes sont, en effet, le jury de ce concours a effectivement quelque chose en tête de sélectionner des projets ou des technologies que le marché futur en Chine ont en fait fortement besoin, ou ils pensent que ces technologies-là peuvent aider grandement en fait de changer. En fait, vous savez que la Chine est en train de travailler sur la montée en gamme de son modèle économique. Exactement. Donc tous ces outils-là ils considèrent peut aider fortement le pays transforme au niveau de la qualité, au niveau de montée en gamme de son modèle économique. Donc, en fait, on est vraiment en ligne avec le marché chinois.
Absolument. Et surtout le futur. J'ai noté à Pudong qu'ils ne sont pas en train de faire une Silicon Valley chinoise, ils sont en train de faire la Silicon Valley du monde, avec des projets très ambitieux, et on a rencontré non seulement des investisseurs, des incubateurs, mais je vous en prie, nous poser vos questions. Vous avez passé combien de temps à Shanghai alors? Nous avons passé une petite semaine. Oui. Une petite semaine, Oui. donc Sophie était avec vous. Oui. Alors, quelles sont les personnes que vous avez rencontrées? Mais écoutez, en dehors des organisateurs que je remercie, puisque L'organisateur, en invités. fait, c'est, vous savez, en fait, Monsieur Xi Jinping, l'année dernière, a passé à Shanghai 那个张江科技基地。Donc, Monsieur Xi a dit à cette base, en fait, il a donné une directive très forte de construire à l'avenir cette Zhangjiang 那个科技基地 Oui. va devenir le centre d'innovation technologique de la Chine. Donc, en fait, C'est pour ça. avec ce grand projet, donc l'organisateur principal, effectivement, c'est la mairie de Shanghai et le gouvernement du Pudong, avec fort soutien de Zhangjiang Kejiyuan, Zhangjiang Keji Zhongxin, ils ont organisé ce concours-là. Donc, en fait, ce sont des acteurs majeurs sur le marché, en fait, le marché de Shanghai, entre guillemets. Et voilà, donc ça, c'est un peu des acteurs qu'on a rencontrés. Ce sont des acteurs qui sont très importants dans le paysage du développement On futur. a bien compris. Hein. Ouais, En de plus, cette zone-là, où c'est cette zone-là, et plus généralement, Changjiang Shanjiaozhou. Le delta, Le du delta fleuve du Changjiang, du Yangtze. long fleuve, du plus long fleuve de Chine. Hein. Oui, Absolument. oui. Et je crois que parmi les personnes que nous avons rencontrées, on a rencontré notamment beaucoup de responsables d'incubateurs, des gens aussi différents que China Telecom ou d'autres acteurs comme Johnson & Johnson. Ah, Johnson & Ce Johnson, qui montre oui. bien que les incubateurs locaux ne sont pas strictement chinois, ils viennent aussi du monde entier. Exactement. Et ce qui nous a semblé intéressant, à Sophie et à moi-même, c'est le fait que, compte tenu des startups qui sont dans ces incubateurs et qui sont là généralement pour des périodes de l'ordre de plus ou moins 6 mois et qui ont besoin de lever des fonds pour sortir de l'incubateur et voler de leurs propres ailes, les entreprises chinoises, mais il n'y a pas que les entreprises chinoises, y compris donc ces entreprises étrangères, ne savent pas comment valoriser leurs actifs immatériels. Et donc les incubateurs que nous avons rencontrés nous disent qu'ils sont a priori plus qu'intéressés et ils souhaiteraient faire des partenariats avec nous et réciproquement. Voilà où nous en sommes. Et ça veut dire que votre projet aura de fortes chances d'être, on va dire, utilisé sur le marché chinois. Absolument. Ça suppose de notre part 2 choses. La première, d'être bien évidemment physiquement présent à Pudong. Pour être proche des clients. Hein. Et nous sommes prêts à y aller. Vous y travaillez? Nous y travaillons. On est en train de travailler dessus. Et on est en train de voir comment on peut faire une levée de fonds. Mais Voilà. la levée de fonds est destinée essentiellement à mettre le logiciel qui pour l'instant est en version française et anglaise, à la mettre tout naturellement en chinois, bien évidemment. Et il n'existe pas un logiciel parallèle, enfin un projet parallèle sur le marché chinois qui est immense quand même. Et il y a des financiers très brillants sur le marché chinois. Alors, Jackie? Très franchement, Camille, je n'ai jamais dit le contraire. Je pense que les Chinois sont très brillants. Très très brillants, c'est vraiment des gens astucieux qui ont besoin de développer des startups ou d'en accueillir du monde entier. Mais j'ai beau pratiquer ce métier depuis quelques décennies maintenant, à ma connaissance, il n'existe pas de logiciel comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de boîtes noires où on renseigne, on met des documents, on charge, et paf, il y a une valorisation qui tombe, mais qui n'est pas justifiée, justifiable. Et je reviens un petit instant sur ce qu'on disait tout à l'heure. Au-delà des éléments quantitatifs, ce qui est intéressant, c'est le traitement qualitatif. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous êtes entrepreneur et on va poser la question, est-ce que vous êtes pleinement engagé dans votre entreprise ou est-ce que vous avez un autre métier? Est-ce que vous vous y consacrez à temps plein? Etc., etc. Et donc, tous ces éléments qualitatifs viennent pondérer les notes que l'on peut obtenir. Et j'ajouterai, ce qui est tout de même un point important, c'est que nous avons la possibilité,
à partir d'une base de données qui recouvre 25 000 secteurs, vous avez bien entendu, 25 000 secteurs, et ce dans 135 pays, de pouvoir dire, dans tel secteur, le capital humain vaut, admettons, 6 mois, ou 24 mois, ou 36 mois, que sais-je, et donc ça vient pondérer les éléments déclaratifs. Alors, cet outil peut être aussi bien utilisé d'une façon subjective, c'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur peut le faire et mettre les chiffres qui lui traversent l'esprit. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là une évaluation. Mais si on veut faire une valorisation, on passera a priori par un tiers de confiance. Mais ce qui me semble aussi intéressant, ce qui a plu, semble-t-il, aux personnes que nous avons rencontrées, c'est la possibilité de faire une valorisation contradictoire, c'est-à-dire que nous avons un fil conducteur qui sont toutes les questions qui sont posées, et sur telle question, je vous dirais, Camille, là, très franchement, vous avez un peu la main lourde, et ou inversement, vous pourrez me dire sur telle autre question, Jackie, là, vous exagérez un petit peu. Donc, on va arriver à un compromis historique, diplomatique, entre l'acheteur, le vendeur, ou l'investisseur et l'entrepreneur, pour parvenir à une valeur que l'on va partager, d'où le mot « sharing value ». Est-ce que c'est difficile d'utiliser cet outil ? Écoutez, j'ai la prétention de Est-ce qu'il dire faut passer par qu'il une est... formation ? Non, il est très simple d'usage. On n'a pas besoin d'être un professionnel ni un expert comptable. Oui. C'est vraiment intuitif. C'est intuitif. Oui. Pas besoin de En formation. fait, c'est un questionnaire. En fait, on jauge le degré d'engagement, au degré de la situation, de qualité, etc. Donc, tout le monde peut donner une note. Mais après, l'intelligence de l'outil, c'est effectivement ça, c'est le module de l'expert de calcul. Après, transforme toutes ces notes-là en valeur, en valeur quelque part comptable, monétaire. Voilà. Alors, en marge du projet Sharing Value, comment vous vous êtes rencontrés ? Je peux juste ajouter en fait un sujet sur le marché chinois. Le jour aujourd'hui, pour répondre à votre question, Camille, sur la concurrence, là en fait, on a persuadé en fait le jour aujourd'hui, on a vu la situation du marché chinois. C'est relativement récent cette notion de asset goodwill, comment ça s'appelle, asset immatériel. Oui. Voilà. Les actifs immatériels. Oui. Et en fait, nous, tout à l'heure, Jackie a parlé, on est en train de faire une levée de fonds pour développer notre projet en Chine. En même temps, on est aussi en train de chercher un partenariat stratégique en Chine pour entrer, via cette biais en fait d'entrer en Chine. Donc on a vu à Shanghai justement, il y a en fait un incubateur est récemment nommé par le gouvernement étant le premier bureau de protection propriété intellectuelle en Chine. Donc là, en fait, ça c'est complètement en phase avec notre logiciel qui est propriété intellectuelle. Et son un, en fait, c'est l'actif immatériel. Donc tout à l'heure, on a parlé, Jackie a parlé. Oui. Donc là, en fait, en Chine, c'est tout récent, en fait. On a encore eu un bout de chemin à faire sur l'éducation du marché. Donc il y a beaucoup de Chinois qui est venu nous voir pour demander, alors comment on va faire, est-ce que votre outil peut évaluer notre relation, notre guanxi avec un tel ou un tel. C'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez très bien ajouter ce volet. Voilà, il existe exactement. déjà. Il existe déjà. On a une notion d'influence. Au niveau d'influence de leader, etc. Donc, c'est un peu ça. Et donc, en fait, le marché chinois, vous connaissez bien, c'est pas si rationnel par rapport aux marchés occidentaux. Et donc, du coup, en fait, ils sont très, très intéressés. En même temps, ils se posent des questions. Est-ce que le sharing value peut évaluer très, très précisément, peut évaluer justement les valeurs sur le marché chinois. Donc, ces valeurs, on peut évaluer sur le marché français, sur le marché canadien, toutes les valeurs, ça ne se vaut pas peut-être, en fait. Donc, ils se posent des questions comme ça, mais on est en train de aussi travailler avec les Chinois. On peut intégrer des éléments très typiques du marché chinois. Typiquement chinois, c'est ça. Dans notre outil. D'ores et déjà, le logiciel fonctionne parfaitement dans 135 pays. 135 pays. Oui.
Et donc, il manque plus que la Chine, alors. Non, mais la Non. Chine en fait partie. Elle fait partie de ces 135 pays. Quel succès, Jackie! Ben, merci. Simplement, on peut tout à fait apporter des précisions nuancées, parce que la Voilà. notion de capital relationnel Voilà. n'est pas forcément perçue de la même Pareil. façon. Je pense que la notion de guanxi, à laquelle faisait allusion Sophie à l'instant, c'est plus le capital relationnel personnel. Or là, quand on parle de la valorisation de la société, c'est plus un capital relationnel collectif. Alors, je reviens à ma Oui, question sur la tout à question. l'heure. Volontiers. Au-delà du projet, enfin, en marge de ce projet Sharing Value, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que la première fois que j'ai rencontré Jackie Ouziel, vous ne connaissez pas encore Sophie. Non. Ou alors, comment vous avez fait pour la séduire, ou comment elle a fait pour se laisser séduire par le projet? Je crois qu'il y a eu une attirance professionnelle respective. On s'est rencontrés dans le cadre de différents colloques qu'organise actuellement la Chine sur la fameuse route, les nouvelles routes de la soie. Et Finance Innovation, c'est un point de rencontre. Et également, Fintech. on s'est revus à Finance Innovation, puisque nous avons participé, en ce qui nous concerne, au livre blanc qui a été publié par le pôle début janvier 2018. Et donc, c'est à cette occasion qu'on s'est revus et qu'on a décidé de faire une longue route ensemble, j'espère. Oui, tout à l'heure, j'ai expliqué, en fait, je suis spécialisée sur le marché de la finance et de l'industrie. Et pour cette raison, en fait, je suis un contributeur actif auprès de Finance et Innovation sur tous les travaux liés avec le marché chinois. J'ai publié pas mal d'articles et je suis interviewée sur le sujet FinTech, sur le paiement mobile, etc. Donc, en fait, la solution Sharing Value, c'est typiquement une solution avec en fait une base fonctionnelle de la finance, mais en même temps avec la technologie moderne, technologie digitale, etc. Donc c'est dans ce cadre-là, on est en fait cadré par nos professions respectivement. On a une rencontre par hasard, mais un peu logique aussi. Tout à fait. Voilà. En fait, il n'y a pas de hasard. Hein. Oui. Non. Donc, par hasard, sur un moment donné, on a une peut-être conférence, tout ça, mais c'est vrai, nous avons tracé nos deux chemins, comme chacun dans sa profession tracé notre route. Un jour, on se rencontre, c'est un peu logique. Tout à fait. En fait, votre rencontre est dans la logique des choses. Alors, dernière question. Maintenant que vous avez pris contact avec le marché chinois, maintenant que vous avez tâté le pouls, en fait, du marché chinois, est-ce que vous avez une stratégie à mettre en place pour promouvoir ce logiciel? Bien, la stratégie, elle est relativement transparente. À partir de ce que je disais tout à l'heure, je pense que plutôt que d'avoir une approche top-down, là, on va approcher essentiellement les entreprises, les startups qui sont incubées. Et les incubateurs, quelque part, vont porter tellement de projets auprès des investisseurs, venture capitalistes, corporate venture, banques, etc., que nous allons pouvoir, nous espérons pouvoir les convaincre de par la base vers le sommet. Voilà un peu notre stratégie. Exactement, parce que au début, on a même pensé peut-être notre cible à court terme, ce serait des institutions financières, ce serait les banques d'investissement, ce serait les banques tout court. Hein. Donc, effectivement, ce sont des grands utilisateurs de ce genre d'outils. Mais en fait, on a constaté ce genre de grands acteurs classiques sont beaucoup plus difficiles d'aller toquer leurs portes. Et ils sont très sollicités, ils sont un peu en fait, entre guillemets, snobés des nouvelles technologies, c'est un peu normal. Hein, donc même en France, il y a ce genre de situation. Donc on s'est rendu compte de cela, on s'est dit, donc on va commencer par des incubateurs. Des incubateurs, donc ils ont un besoin crucial, besoin accru pour évaluer tous ces startups. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, typiquement, un startup, encore plus, il faut évaluer leur valeur immatérielle que leur valeur matérielle. Parce qu'un start-up, il n'y a pas de chiffre comptable. À l'époque, en fait, j'aime bien raconter cette histoire. À l'époque, on a posé les questions de SoftBank, pourquoi ils ont investi sur Ma1.
Jack Ma, Jack voilà. Ma, à l'époque, Pourquoi? Jack Ma est complètement fait faillite après son page jaune ou en Chine. Vous vous souvenez? Finalement, la personne a dit tout simplement parce que moi, j'ai invité sur Mayum parce que j'ai vu dans cette situation presque misérable qu'il a bien fait de faillite, il y a toujours 18 personnes le suivent. Donc, moi, je suis convaincue que c'est un leader qui est capable, dans une situation si difficile, de convaincre 18 personnes de suivre. Donc, ça, c'est une valeur énorme de la personne, la qualité de la personne de leadership, mais à l'époque, sur Alibaba, sur leur valeur comptable. Je pense que tous ces valeurs ne sont pas le charisme de monsieur Jack Ma n'est pas nulle part noté. Hein, donc là, en fait, moi, je pense que c'est très, très important de donner cet outil-là à des incubateurs, d'évaluer des startups pour savoir, peut-être, c'est intéressant d'investir sur quelqu'un qui est le jour au jour n'y a rien, mais c'est juste, un futur. Juste un dernier mot, je crois que c'est tout de même un outil aussi de pilotage. C'est-à-dire que non seulement ça sert pour une transaction, mais également c'est un outil, un tableau de bord qui permet de suivre l'évolution du capital client, du capital humain, de tous les autres actifs immatériels. Voilà. Alors, il y a une question qui vient de me traverser l'esprit. On sait qu'en ce moment, de plus en plus d'entreprises chinoises investissent dans des entreprises étrangères et surtout, elles rachètent des entreprises étrangères. Est-ce que votre outil pourrait aider les entrepreneurs, les acheteurs chinois à avoir une idée plus ou moins précise, plus ou moins proche de la réalité, de la valeur de l'entreprise qu'ils souhaitent acheter? Oui, je pense que sur le marché international, Oui, à l'évidence, c'est basique pour les entreprises et les groupes chinois qui veulent acquérir des entreprises à l'étranger, ce quel que soit le pays. Ça leur permet d'être vraiment dans le mille et de ne pas ni sous-évaluer, ni surévaluer. Tout à l'heure, on a parlé, il a incubateur, stratégiquement, c'est notre votre cible. Hein, voilà. Et après, vous avez justement dit, en fait, on a pensé aussi les cibles des entreprises chinoises. Voilà. Veulent investir à l'étranger. À la limite, sur le marché chinois intérieur, les gens ne sont pas encore mûrs à utiliser cet outil-là, mais pour évaluer une entreprise occidentale pour un acheteur chinois, cet outil-là, c'est complètement utile. Donc ça, c'est en fait, on peut avoir une idée très précise en entreprise chinoise de son cible, valeur internationale, valeur sur un marché mûr. Donc en fait, c'est effectivement un outil très important pour ces gens-là. C'est aussi un outil important pour les Français. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Jackie Ouziel, vous allez présenter votre projet à la Sorbonne demain. Ça veut dire que ça intéresse aussi les Français. Ça intéresse fort heureusement les Français. Et effectivement, en dehors de cette présentation à Paris-Sorbonne, je participe à des thèses qui sont soutenues, par exemple, sur le capital humain prochainement à Cergy-Pontoise. La revue Banque m'a demandé de publier un livre à destination justement des banquiers, des chargés d'affaires dans les banques. Et puis, je participe également à des travaux de l'Académie de l'Ordre supérieur des experts comptables pour y compris montrer aux experts comptables qu'il y a maintenant des outils du 21e siècle. Merci à vous deux d'être venus présenter ce si beau projet qu'est le Sharing Value. À très bientôt alors. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.